Bonjour, nous allons continuer notre cours sur les communications de l'organisme. Nous avons vu comment fonctionnaient les cellules nerveuses. Nous avons vu qu'elles transmettaient un message par voie électrique dans l'axone, puis par voie chimique à travers un neurotransmetteur entre deux neurones. Maintenant, on va essayer de comprendre comment ce fonctionnement des neurones est utilisé pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre notre environnement. Et là, on va avoir un organe extrêmement important qui va faire ce rôle, qui est le cerveau. Le cerveau est un organe très complexe, hein, extrêmement complexe, qui peut faire énormément de choses. Et nous, on va voir une toute petite partie. Et même comme cela, on va voir les principes de base, les principes si on va faire de manière plus approfondie, vont être beaucoup plus complexes, tellement complexes, il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons aujourd'hui sur le cerveau, et les recherches en neurobiologie continuent à être très importantes pour comprendre comment ça se passe. Il y aura notamment un point très important, c'est que le cerveau fonctionne d'une manière différente pour chaque individu. Mais nous verrons ça plus tard. Première chose, on va essayer de voir comment le cerveau arrive à comprendre l'environnement. L'exemple de sens que nous avions vu, c'était l'oreille, c'était l'exemple de l'ouïe. Bon, je rappelle, lorsque vous avez un son, le son c'est l'air qui vibre. Lorsque l'air vibre, il fait vibrer le tympan, qui fait vibrer les os. Les os font vibrer le liquide de la cochlée, et là-dedans, il y a des neurones qui envoient un message le long du nerf. Ce message, ici, le nerf, c'est fait par des axones de neurones qui sont dans la cochlée, donc qui ont vibré avec le liquide de la cochlée lorsque l'air a vibré ici. Et donc, les messages sont envoyés par forme électrique, non l'axone, sur ces nerfs, puis vont passer synapse en synapse et vont arriver à un organe extrêmement important, le cerveau. Le cerveau se trouve dans la tête. Donc ça, c'est une tête qui a été coupée, une tête humaine qui a été coupée pour permettre de voir et pour permettre d'illustrer ce qui se passe. Vous avez ici le cerveau qui reprend toute cette partie-là. L'immense partie, enfin l'immense majorité de la tête est occupée par le cerveau chez l'être humain. Alors vous voyez autour, vous avez un os très solide, très épais, c'est le crâne. Autour, ça se voit pas très bien, mais si on voit un petit peu, on a des enveloppes qui protègent, ce qu'on appelle les méninges. Les méninges sont des enveloppes qui protègent le cerveau. Et à l'intérieur, là ça ne se voit plus, mais il y avait un liquide, le liquide céphalorachidien, qui va protéger le cerveau. Donc le cerveau est protégé par le liquide, par les méninges, par le crâne, au-dessus du crâne par les muscles. Il y a des muscles au-dessus du crâne, puis autour par de la peau. Bref, il est très bien protégé. Cet organe-là, c'est là que vont arriver les nerfs. Soit ils arrivent directement comme le nerf auditif au cerveau, soit ils passent par, ici, la colonne vertébrale et la moelle épinière. Vous voyez, ici on a des grands traits blancs, ces traits blancs, ce sont des nerfs, et qui viennent de plus bas. Alors si je regarde les quelques nerfs qu'il y a au niveau du cerveau, voilà ce que ça donne. Vous voyez bien, on a toutes les parties du cerveau qui vont pouvoir communiquer l'une avec les autres, et après, ça va partir partout dans l'organisme. Là, ce nerf-là, par exemple, c'est le nerf auditif, qui va jusqu'à l'oreille. Vous avez plein d'autres nerfs qui vont aller partout. Il y a donc tous les nerfs sont reliés d'une manière ou d'une autre au cerveau. Ils sont reliés à la moelle épinière, et la moelle épinière est reliée au cerveau, ou ils sont reliés directement au cerveau. Donc, le cerveau va pouvoir centraliser les informations qu'il reçoit. Et c'est lui qui va faire que l'on comprend toutes ces informations. C'est au niveau du cerveau que ça se passe. Donc les informations en provenance de l'oreille, puisque si nous partons sur l'exemple de l'oreille, parviennent par le nerf auditif jusqu'au cerveau. Ça ne parvient pas n'importe où au niveau du cerveau. Le cerveau, c'est un organe très complexe qui contient plein de parties différentes. Nous allons nous intéresser juste à la partie principale, qu'on appelle le cortex. Le cortex, c'est cette partie-là. Vous voyez, il y a d'autres parties, par exemple le cervelet, le tronc cérébral, il y a des parties encore à l'intérieur qu'on ne voit pas, on n'en parlera pas. C'est cette grosse partie-là, le cortex, dont nous allons parler. Et ce cortex, on le divise en plusieurs parties, hein, le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe temporal, le lobe occipital.
il y en a un à gauche, un à droite à chaque fois, voilà. Et puis après le lobe frontal, on peut parler de la partie préfrontale, de la partie postfrontale, etc. On peut parler de la partie centrale, le lobe pariétal également. Enfin, on peut séparer en plein de parties ce cortex qui est important, puisqu'en fait chaque partie aura une utilité. On peut aussi regarder au niveau de ce que font ces parties. Et par exemple, si je regarde les informations qui arrivent de l'oreille, elles vont arriver juste dans une petite partie qui est ici, qui est en orange, cortex auditif primaire. Et ce cortex auditif primaire va commencer à envoyer des informations aux autres neurones du cortex auditif primaire, mais également aux neurones du cortex auditif secondaire. Pourquoi? Parce que les informations transmises par les neurones de la cochlée, il va falloir les transformer en sons. Il va falloir que le cerveau, ce qu'on appelle, intègre les informations pour comprendre les sons. Et une fois qu'il a compris les sons, pouvoir reconnaître les sons. Vous avez appris à reconnaître les sons. Vous vous en souvenez pas, vu que ça a commencé quand vous étiez dans le ventre de votre mère, et ça a duré à peu près 6 mois encore après la naissance, vous avez appris à reconnaître les sons. Et vous pouvez toujours apprendre à reconnaître de nouveaux sons. Par exemple, si vous faites de la musique, petit à petit, votre cerveau reconnaît mieux les notes et vous êtes mieux capable de sentir la différence entre deux notes que vous n'auriez pas ressenti avant d'apprendre la musique. C'est la même chose si vous apprenez une nouvelle langue. Si par exemple vous avez des langues à intonation comme le mandarin ou le cantonais ou le vietnamien, au départ, une personne qui apprend ne différenciera pas deux intonations spécifiques sur donc deux sons différents sur ces langues, et au fur et à mesure qu'il apprend, il va apprendre à reconnaître ces sons. Donc vous avez besoin d'apprendre à connaître ces sons. Pourquoi? Parce que tout ça va se jouer au niveau du cortex qui va reconnaître les sons. Chaque neurone va interroger plein d'autres neurones autour pour pouvoir reconnaître le son. Pouvoir reconnaître par exemple que quelqu'un prononce un A plutôt qu'un O, pouvoir reconnaître que quelqu'un prononce un E plutôt qu'un E, pouvoir reconnaître le bruit d'un oiseau du bruit d'une voiture par exemple, etc. Une fois que le son est reconnu, ça ne va pas rester dans le cortex auditif. Vous n'allez pas simplement avoir le son va correspondre à quelque chose. Votre aire auditive, qui est ici, va envoyer des informations à l'aire qu'on appelle l'analyse de l'audition, qui comprend plein de choses, et par exemple le langage. Vous allez entendre des sons, ces sons font former des syllabes, donc vous allez avoir, l'aire auditive envoie une information à une aire, alors je ne sais pas exactement où est-ce qu'elle est, mais qui va dire, hop, ah tiens, ça c'est une syllabe. Cette syllabe, ça va après être envoyé au langage, qui va essayer de reconnaître les syllabes les unes à la suite des autres pour reconnaître le mot. Et une fois qu'on aura reconnu le mot, c'est la partie de l'air qui sert au langage va assembler les mots pour que ça ait une phrase, pour que ça ait un sens. Et du coup, après, ce sens, vous allez l'associer à un souvenir qui correspond à ce sens. Si je vous parle, je ne sais pas, d'un chien, vous allez associer ceci avec une image d'un chien que vous avez ailleurs. Image qui est liée à l'aire d'analyse visuelle, par exemple. C'est une image. Ou si vous avez souvenir d'une odeur de chien, ça va être rapporté à l'aire olfactive. Si le chien, pour vous, est lié à un souvenir douloureux, on va rapporter sur l'aire des sentiments, etc. Bref, toute cette analyse va passer par plein de différentes parties du cerveau, qui vont communiquer les unes avec les autres. Il est évident, si vous pensez d'abord reconnaître un chien, puis après, oh non, ce n'est pas un chien, l'aire des sentiments va communiquer avec l'aire de l'analyse, qui va dire, ah bah non, ça ne correspond pas à ce que je savais d'un chien, ou l'aire visuelle va correspondre avec l'aire de l'analyse. Si vous entendez le bruit qui correspond à un chien, mais ce que vous voyez ne correspond pas à un chien, les deux parties vont communiquer entre elles. Bref, les informations vont se recouper. On va avoir des informations qui vont partir dans tous les sens dans le cerveau. Et tout ça, ça doit se passer extrêmement vite. C'est pour ça qu'il est important que les neurones fonctionnent notamment avec de l'électricité, qui est très rapide. Et c'est pour ça que tout phénomène qui ralentirait le cerveau, par exemple qui ralentirait le fonctionnement des synapses, dont on a déjà parlé, va ralentir votre capacité à penser. Vous pensez moins vite si vous êtes, par exemple, sous l'effet d'une drogue qui ralentit les synapses.
Ça se passe extrêmement rapidement. Réfléchissez à la vitesse à laquelle, par exemple, vous comprenez mes mots, les mots que je suis en train de dire actuellement, c'est extrêmement rapide. Les informations à obtenir sont très nombreuses et le cerveau doit faire très vite. D'autant plus que pendant tout ce temps-là, vous avez une partie du cerveau qui est liée à la mémoire, qui va enregistrer ce que vous entendez pour essayer de le garder en mémoire. Tout ne sera pas gardé en mémoire, mais une partie sera gardée en mémoire. Et donc, il va falloir que cette partie-là se modifie pour permettre de garder la mémoire des mots qui sont prononcés ou de ce que vous voyez, etc., etc. Le cerveau va donc fonctionner de manière extrêmement complexe en réalisant ce qu'on appelle une intégration des informations, c'est-à-dire qu'il va prendre l'information, il va la comparer à ce qu'il sait déjà, il va la comparer à ce qu'ont les autres neurones, et du coup, ça va donner à la fin une information compréhensible. Et en plus, derrière, ce dont je ne parle pas, c'est que cette information compréhensible, il peut y avoir une réaction derrière. Vous pouvez par exemple penser, je ne suis pas d'accord. Si vous entendez quelque chose qui indique un danger, vous allez peut-être réagir pour éviter ce danger. Si vous avez quelque chose qui vous vexe avec l'émotion, vous allez avoir le cœur qui bat plus vite et des gestes qui reviennent. Bref, non seulement il y a de la compréhension, mais il y a la réaction. Et tout ça doit se passer extrêmement rapidement. C'est l'intégration des informations par le cerveau. L'oreille n'a fait qu'envoyer des informations par le nerf jusqu'au cerveau. Et c'est le cerveau qui transforme cette information en son. Et après, à des sons peut-être avec des significations. On peut reconnaître, voir un langage derrière et donc un autre sens. C'est un phénomène très complexe. Je me répète, mais le phénomène est très complexe, très rapide et il prend en compte énormément d'informations disponibles du cerveau. Donc, les informations issues de l'oreille arrivent jusqu'à une partie du cortex appelée l'aire auditive. Celle-ci va envoyer des messages vers d'autres aires de la mémoire, du langage, etc. En recoupant les informations, le cerveau réalise une intégration d'informations. Il entend le son mais peut l'associer à une source précise, comprendre des paroles, aimer ce qu'il entend ou non, préparer une réaction, etc., etc., etc. On a donc un travail extrêmement important du cerveau à partir des informations obtenues de l'oreille. Le cerveau, on ne va pas l'écrire dans le cours ça, mais c'est important, le cerveau va à la fois avoir des informations d'extérieur qu'il va analyser, mais il va également intégrer des informations issues de lui-même. Par exemple, lorsque vous réfléchissez, lorsque vous pensez, les informations ne viennent pas de l'extérieur, elles viennent de ce que le cerveau a déjà emmagasiné. Si on vous demande de faire un calcul de maths, ce calcul, vous pourrez le faire dans votre tête sans avoir d'informations extérieures. Donc le cerveau, en plus, prend des informations. Ce fonctionnement-là peut permettre de comprendre notamment ce qui se passe au niveau des rêves, qui sont en fait souvent plutôt des choses qui sont mal comprises. Les rêves, c'est simplement le cerveau qui continue de fonctionner, mais tout ne fonctionne pas, parce qu'une partie du cerveau dort. Donc, nous allons avoir par exemple la partie de la mémoire qui va prendre au hasard des informations sur ce qui s'est passé dans la journée, ce qui s'est passé dans la semaine, ce que vous prenez. Donc c'est pour ça que vous avez des éléments familiers. Mais ces éléments familiers vont être pris au hasard, tout qui mélange tout ça. Il y a une partie qui va être liée à la logique, qui fonctionne plus ou moins bien, qui va tenter d'associer ça. Donc si vous pensez à, je sais pas, votre grand-mère et une tarte au citron, deux choses prises totalement au hasard dans votre mémoire, vous pouvez penser, votre grand-mère mange la tarte au citron. C'est une réflexion logique que vous pouvez avoir dans le rêve. Mais comme la partie de la logique ne fonctionne pas forcément très bien, vous pouvez avoir ma grand-mère peint une tarte au citron en rouge. Après tout, c'est tout à fait possible, même si c'est pas logique, puisqu'en fait, on a associé simplement l'idée de tarte au citron et l'idée de grand-mère. Donc, le rêve, c'est une intégration d'informations partielles, parce que tout le cerveau ne fonctionne pas. Il y a une partie du cerveau qui dort, une partie qui ne dort pas, et donc, on prend des informations au hasard et on mélange à peu près. Ce qui fait aussi, lorsqu'on parle de rêves prémonitoires, les rêves prémonitoires, c'est simplement des rêves où on a pris des éléments au hasard, mais où la partie de la logique est suffisamment présente pour prévoir quelque chose qui est logique. Si vous aviez tous les parties cours de SVT et que vous êtes lundi soir
Vous savez que vous êtes lundi soir, dans votre rêve, votre cerveau dit ah, on est lundi, demain c'est mardi, il y a SVT, et puis vous pensez à toute chose à côté. Bah, c'est un rêve prémonitoire, oui, puisque le lendemain vous saurez bien SVT, mais c'est simplement lié au fait que votre cerveau a eu un raisonnement logique pendant le rêve. Là c'est un exemple très simple, ça peut passer pour des choses un petit peu plus compliquées, mais c'est le principe du rêve prémonitoire, simplement que votre cerveau suit une logique et que bah forcément quand il suit une logique, il y a des chances que ça soit réalisé plus tard. Voilà pour le cerveau, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions par rapport à ça, hein. C'est un fonctionnement compliqué mais extrêmement intéressant. Ce que vous avez à faire, comme d'habitude, recopier le cours sur le classeur ou cahier et répondre au QCM sur Pronote. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.